Bonjour à tous. Bon alors j'espère que vous êtes tous prêts parce qu'on va aller faire un tour dans les années 80. Vous en avez sans doute entendu parler, aperçu la bande-annonce sur internet ou même dans vos salles de cinéma avant le Star Wars annuel, enfin bref, vous n'avez pas pu passer à côté de ce futur blockbuster. Un film indéniablement lié à la nostalgie, aux jeux vidéo et aux années 80, que ce soit dans son esthétique ou même de par son concept qui promet une avalanche de références à la pop culture de ces années-là. Pixel. Oh la bonne blague! Ready Player One, c'est donc le nom du prochain film d'une des icônes qui aura bouleversé l'enfance de nombreux enfants ayant vécu dans les années 80, le papa d'E.T. mais aussi d'une certaine façon de Retour vers le futur et des Goonies, j'ai nommé Steven Spielberg. Et après mon top 6 consacré aux jeux vidéo sur grand écran, je ne pouvais pas ne pas revenir sur ce qui sera sans doute l'un des plus gros cartons au box-office de cette première moitié d'année 2018. Mais avant d'être le film que tout le monde attend avec impatience et curiosité, il faut savoir que Ready Player One, c'était à la base un bouquin. Ce bouquin, il est sorti en 2011 aux États-Unis et est arrivé chez nous en 2013. Il est écrit par Ernest Cline, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que moi je connais bien puisqu'il a scénarisé un film que j'aime beaucoup, Fanboys, une comédie un peu débile avec entre autres Seth Rogen et Kristen Bell que je vous recommande chaudement. D'ailleurs, vous pourrez y distinguer visiblement le goût du monsieur pour la pop culture, à savoir Star Wars et Star Trek dans ce cas précis, avec des références et hommages constants aux deux univers, au culte des fans, ainsi qu'un hommage appuyé à ceux qui font vivre ces deux mondes. Et du coup, ce bouquin, je l'ai lu, et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu de quoi ça s'agit. Sans trop vous spoiler, rassurez-vous. Ready Player One prend place en 2044 à un moment où la Terre connaît une crise écologique et économique sans précédent. L'humanité s'entasse et les États-Unis voient pousser dans chaque banlieue pauvre des piles de bungalows où habite notre héros, Wade, jeune ado des quartiers défavorisés. Le secteur du divertissement connaît un essor incroyable et les années 80 sont même carrément redevenues à la mode. Ajoutez au milieu de tout ça un gigantesque monde virtuel nommé Oasis où l'on peut aller à l'école, communiquer, se divertir, jouer et même travailler. On s'y déplace en véhicule, on y remplit des quêtes, on gagne de l'expérience, on y accède par différents types de périphériques dont un masque de réalité virtuelle et des gants à reconnaissance de mouvement. C'est donc un monde illimité, contenant des millions de mondes, utilisé au quotidien par des millions de personnes. Alors imaginez si World of Warcraft et No Man's Sky couchaient ensemble et avaient un bébé. Et ensuite si Star Citizen et VRChat couchaient ensemble et avaient un bébé. Et ben si ces deux bébés couchaient ensemble, ça ferait l'Oasis. Un monde illimité qui cache un secret, un endroit mystérieux dans lequel se cacherait un easter egg difficilement trouvable et qui assurerait une petite fortune à celui qui le trouverait. En effet, à sa mort, le créateur de l'Oasis laisse pour testament une énigme menant vers un endroit caché de tous où se trouverait l'ultime récompense, la fortune de son créateur ainsi que les pleins pouvoirs sur l'Oasis. Wade, connu en ligne sous le nom de Percival, décide de se lancer dans une chasse au easter egg, une chasse dans laquelle il est loin d'être seul. Voilà, ça c'est pour le résumé. Je vous l'ai fait rapide, mais dans les grandes lignes, c'est ce que nous propose Ready Player One. Un roman de science-fiction et d'aventure plutôt destiné à un public adolescent. Mais alors est-ce que c'est bien ? Ces dernières années, nombreuses ont été les œuvres de fiction à prendre place dans des mondes virtuels, dont certains avec beaucoup de succès. L'arrivée des MMORPG, mais aussi des tentatives comme Second Life dans les années 2000 ont donné une impulsion créatrice en termes de science-fiction, et comme on peut le voir avec Ready Player One, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et après tout, pourquoi pas ? Avec les avancées en termes de VR, mais aussi de monde multijoueur, les œuvres deviennent toujours plus visionnaires concernant les pratiques du jeu vidéo et d'internet. Et ce qui est cool avec l'Oasis telle qu'elle nous est présentée dans le bouquin, c'est qu'elle n'est pas illimitée techniquement, et qu'on ne nous décrit pas ce monde comme étant photoréaliste. Les avatars y ont des proportions particulières et un HUD est constamment utilisé et appelé par les différents personnages du roman. D'ailleurs, autant vous prévenir, les 3/4 du roman se passent dans cette oasis et l'auteur passe donc beaucoup de temps à décrire comment il fonctionne. D'ailleurs c'est peut-être ça qui va en buter certains, parce que le bouquin met assez longtemps à démarrer. Et quand elle démarre, c'est souvent pour aller dans une aventure très plan-plan. Certes, le monde virtuel est souvent très agréable à découvrir et certaines embûches concernent des éléments propres aux mécaniques d'un jeu vidéo, mais en règle générale, il ne se passe pas énormément de choses pendant la première moitié du livre. C'est aussi le problème de ce monde virtuel, un manque constant de risques et de dangers pour le héros qui ne cessera d'ailleurs de répéter qu'en cas d'échec, il aurait simplement à tout recommencer avec un nouveau personnage. C'est là où d'habitude les auteurs s'arrangent pour ajouter un truc qui fait que quand tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Bon, à sa décharge, Ready Player One propose tout de même des rebondissements inattendus, notamment quelques longues ellipses qui cachent forcément une astuce de scénario, mais qui ont le mérite de casser la routine du récit. Et évidemment, on y vient, c'est blindé de références.
S'il y a bien quelque chose qui m'a surpris, c'est la précision avec laquelle les références sont retranscrites. Que l'on parle de jeux vidéo, de films ou même de jeux de rôle papier, tout y est très documenté. Et ça, quand on a un personnage comme Wade, obsédé par la pop culture et la référence culturelle obscure et précise, et bah c'est plutôt pas mal. De Breakfast Club à Just en passant par Donjons et Dragons, le livre est rempli de références à la culture nerd bien obscure, exclusivement liées aux années 80, époque à laquelle le créateur égomaniaque de ce monde virtuel a découvert le jeu vidéo. Bon, surtout à un moment, l'auteur il part en mode branlette totale, il te balance la description d'une reproduction en jeu, d'un décor tiré d'un livret hyper rare de Donjons et Dragons, enfin c'est n'importe quoi. Ce sont d'ailleurs une majorité de références américano-centrées qui seront disséminées tout au long du bouquin, passant des premiers jeux micro au groupe InXS avec une facilité remarquable. Mais par contre, quand il s'agit d'inclure au cœur du récit des références japonaises par exemple, là c'est beaucoup moins brillant, car il n'y en a tout simplement pas. Alors il y a deux personnages très secondaires d'origine japonaise, mais ça va jamais plus loin qu'un name dropping de vieux films de samouraï. Comment faire un bouquin appelé Ready Player One sans parler de Konami ou de la Game Boy? Là, à part Pac-Man ou Space Invader, ça reste tout de même assez limité. Ajoutez à ça le fait qu'on se limite à des références aux œuvres des années 80, et vous imaginerez bien la frustration d'avoir un roman aussi ciblé et qui n'outrepasse jamais ses limites, sauf pour déborder sur les années 90, comme s'il ne s'était rien passé niveau culturel entre 1999 et 2044. Bref, malheureusement, telles qu'elles sont balancées dans le bouquin, les références pullulent de partout, et j'ai mis moins de 10 chapitres avant de commencer à vomir leur description longue et détaillée. Bon voilà, malheureusement ça avait bien commencé, mais je dois tout vous avouer, j'ai pas trop aimé le bouquin. Et d'ailleurs, je ne vous le recommanderais pas, parce qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment gêné. Mais pour vous expliquer en quoi, je vais sans doute spoiler 2 ou 3 petits trucs. Alors n'hésitez pas à mettre le son en muet le temps que vous voyez ce message si vous ne voulez pas vous spoiler. C'est bon, vous êtes prêts, on y va ? C'est parti. Ok, alors le livre aborde certaines thématiques qui auraient pu être hyper intéressantes, mais qui sont toutes hyper mal traitées. Tout d'abord, revenons sur le propos du livre. Au fil de son aventure, Wade aura affaire à IOI, la corporation qui a repris l'exploitation d'Oasis après la mort de son créateur. En gros voilà, ce sont les méchants de l'histoire. Ils espionnent les gens, les exploitent en les faisant bosser plus que de raison pour rembourser leurs dettes de jeu, ils se chargent aussi de la publicité. Bref, sur beaucoup de points, le livre émet une certaine affiliation et même une critique des GAFAM, et même de leurs leaders comme par exemple la relation entre Hallyday, le créateur de l'Oasis, et Morrow, son ancien ami, reprenant à peine le schéma des parcours de Steve Jobs et Steve Wozniak. Et en soi, à la base, c'est une bonne idée. Ah bah le capitalisme! Là où c'est dommage, c'est que pour combattre cette corporation capitaliste, Wade se sert de ses connaissances en capitalisme. Et ouais, Wade avance grâce à sa référence hyper nerd de Retour vers le futur sans se rendre compte que c'est un pur produit d'Hollywood qui a toujours fonctionné dans une politique américaine capitaliste et qui a pu se développer seulement grâce à ça. En gros, sans les corporations comme IOI, pas de Retour vers le futur et donc pas d'easter egg. Surtout qu'il accède à toutes ses œuvres via l'Oasis géré par IOI, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors j'ai conscience que mon interprétation peut susciter le débat, mais justement, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Selon moi, c'est un déboulonnage sociétal dans la grande tradition de Jonathan Swift et Mark Twain. Dans la liste des maladresses de l'auteur, j'aimerais revenir sur la thématique de l'addiction, qui est abordée rapidement dans le livre. Et quand je dis rapidement, je déconne pas, parce que c'est littéralement traité en un seul chapitre. Au début de celui-ci, Wade constate qu'il est accro à l'Oasis, et que ça le gêne car il devient obèse. Et à la fin du même chapitre, il t'explique qu'il a trouvé une solution en se procurant une machine qui l'oblige à faire du sport avant de pouvoir se loguer sur son jeu. Donc voici ce que je comprends du propos de l'auteur. J'en ai retiré 2 messages importants. L'addiction aux jeux vidéo, ça existe. C'est pas très grave. Et pour finir, une dernière thématique, là où j'ai été le plus dérangé par ce que j'ai lu, les relations amoureuses en ligne. Voilà un thème qu'il est intéressant de traiter, comment gérer une romance avec quelqu'un qu'on a rencontré en ligne et jamais rencontré en vrai, et surtout comment entretenir cette relation de façon saine. Bon bah là on va pas y aller par 4 chemins, c'est du grand n'importe quoi. Bon alors dans l'ordre, notre héros va stalker le blog d'une fille sans jamais oser lui parler, ensuite il va la rencontrer en jeu et lui mentir dans les 3 premières minutes de leur relation, finalement il va se faire friendzoner et elle va lui demander de ne plus jamais la recontacter. Et là, notre héros va avoir la meilleure idée pour la récupérer, lui envoyer un mail par jour jusqu'à ce qu'elle réponde. GG Bolos, tu es passé de héros passable à harceleur en puissance. Et apparemment, la meuf accepte sans problème de se faire emmerder par un puceau qu'elle a jamais vu puisque finalement elle décide de revenir vers lui à la fin. Je pense que ça reste une maladresse mais je trouve la morale un peu limite. Donc voilà, je pense qu'on peut définitivement refermer la zone spoiler. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. On va passer au vif du sujet. Il est donc temps de s'intéresser au film, parce qu'après ce petit topo sur le bouquin, je pense qu'on est tous très curieux devant l'ampleur démesurée d'un tel projet. Entre les nombreuses licences citées dans le livre et appartenant à des trouzaines de studios de jeux vidéo et de cinéma différents, sans compter sur la
musique aussi très présente dans le livre, vous comprendrez que niveau fidélité, on est en droit de se demander combien va coûter le film en différents royalties à payer. Alors certes, il est toujours possible de remplacer un monument de la pop culture par un autre, comme on a pu le voir sur les premières bandes annonces, le catalogue d'Amblin et de la Warner étant à portée de main. Et quoi qu'il arrive, la DeLorean Ghostbuster sera bel et bien présente, et c'est sans doute ça le plus important. Mais certains chapitres du livre me semblent particulièrement difficiles à assumer, comme lorsque le héros aura pour épreuve de jouer un film culte de A à Z, de la moindre réplique au moindre geste pour prouver qu'il connaît effectivement par cœur ce dernier. C'est déjà difficile de se le décrire quand on lit le bouquin, alors j'imagine même pas la difficulté que ça doit être de représenter un tel hommage dans un film. Alors on peut compter sur le fait que ce soit une adaptation de bouquin, et que tout n'y est pas toujours décrit. L'Oasis est souvent décrit comme bardé de références à tous les angles sans forcément toutes les expliquer, et c'est donc l'occasion pour Spielberg et la Warner de caser un maximum de licences cultes et de partenariats malins. Mais une chose est sûre, vous pouvez oublier tout de suite la promesse d'un multivers total tel qu'elle est proposée dans le roman d'origine. À vrai dire, pour moi, ça va pas être ça le gros challenge. Déjà, il y a un constat. Il y a plein de choses qui vont sauter du scénario pour les besoins de cette adaptation, comme par exemple l'état physique de Wade dans le monde réel qui est souvent bouleversé avec un héros méconnaissable d'un chapitre à l'autre. D'ailleurs, en parlant de ça, Wade est décrit au départ comme étant en surpoids, mais l'acteur choisi pour le rôle est loin de ce genre de physique que notre héros qualifie dans le livre d'un peu ingrat. C'est dommage, moi j'aime bien quand les héros c'est des petits gros. Et puis, il y a aussi la représentation de l'Oasis. Comment faire avaler au spectateur un film composé de 70% d'avatars mettant des trucs dans leur inventaire et consultant Wikipédia ou des sites web consacrés à la pop culture via leur interface. J'imagine que tout sera très graphique, comme on peut le voir dans de nombreuses productions aujourd'hui, mais j'imagine que casser un peu la structure originale du bouquin ne fera pas de mal à l'avancée du récit qui stagne souvent dans le livre. Sans compter que c'est Ernest Cline lui-même qui co-signe le scénario aux côtés de Spielberg, ce qui est assez touchant vu le nombre de fois où l'auteur mentionne le réalisateur dans son bouquin, ou pour toute personne ayant vu le film Fanboys. Donc après tout, ce Ready Player One, il a tout pour cartonner. Entre la réécriture qui va fluidifier ce bouquin qui a de bonnes idées malgré ses maladresses, et l'effet surprise des références bien doudou que proposera le film, Ready Player One mérite une attention toute particulière pour tout bon fan de jeux vidéo. De plus, le film s'inscrit dans une mouvance du cinéma bercé par la pop, avec de plus en plus de bubblegum movie et une culture du crossover toujours plus présente. Il est donc inutile de dire que les promesses de ce film trouveront un écho auprès du grand public, en espérant que cette adaptation ne laisse pas de côté les références très obscures qu'il était plaisant de retrouver dans le bouquin. En tout cas, moi, le film m'intéresse quand même beaucoup. Ne serait-ce que par curiosité, alors j'irai sans doute le voir. Faites-moi signe si vous voulez que je vous donne mes impressions dans une nouvelle vidéo par la suite. Quant à moi, même si je n'ai pas aimé le bouquin, je vous quitte quand même sur une citation dans laquelle je me suis pas mal reconnu. J'avais exploré tous les genres et toutes les plateformes de jeux vidéo. Les bornes d'arcade traditionnelles, les PC, les consoles fixes et portables. Les aventures purement textuelles, les FPS, les jeux de rôle, les classiques à 8, 16, 32 bits conçus au siècle précédent. Plus il était difficile de venir à bout d'un jeu, plus je m'amusais, et à mesure que je jouais à ces vieilles reliques numériques, nuit après nuit, année après année, j'ai découvert que j'étais doué pour ça. J'arrivais à maîtriser la plupart des jeux d'action en quelques heures, et il n'y avait pas un seul jeu d'aventure ni jeu de rôle que je ne fusse parvenu à résoudre. Tout collait pile poil et j'étais encore meilleur sur les anciens jeux d'arcade. Lorsque j'étais au top de ma forme, je jouais un classique super rapide comme Defender, j'avais l'impression d'être un faucon en plein vol ou encore un requin filant au fond de l'océan. Pour la première fois, je me sentais naturellement doué pour quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite appréciation, un petit pouce, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Soit, pour avoir un troisième son de cloche, adressons-nous à qui de droit, puisque nous avons ici dans le studio un invité exceptionnel. Bienvenue sur notre plateau, les masses. Votre avis sur le film ? C'est plutôt funky jusque-là. Fiotte. Vire-moi ces mecs, mon pote. On regarde la suite du film, on continue. La bière, la baisse, la beuh. Wouh! Yeah! Understand my intentions. Weird